Sans plus attendre, je vais vous présenter Élise Filotas, qui est professeure à la TELUC et qui s'intéresse en particulier à l'écologie, la gestion de la forêt et à la complexité. Donc, Élise, c'est à toi. Bonjour. Merci Suzanne pour la présentation. Merci pour l'invitation. Je suis Élise Filotas, je suis professeure à la TELUC. Je mène un programme de recherche en écologie forestière et puis je travaille dans le laboratoire de la science des données. Donc, j'imagine que ma présentation vise un peu à vous montrer comment ces deux domaines qui ont l'air vraiment différents peuvent se rejoindre. Donc, laissez-moi vous transporter le temps d'un petit 10 minutes à l'extérieur de votre ordinateur et de votre univers numérique et vous allez vers les écosystèmes forestiers du Québec. Les forêts sont omniprésentes au Québec. Elles occupent près de la moitié de la superficie de notre province, soit 900 000 km². Elles s'étendent du sud dans la région des Érablières jusqu'au nord dans la Pessière Mousse. Et ces écosystèmes forestiers abritent environ 50 espèces d'arbres différentes indigènes et 30 espèces qui ont été introduites. Et naturellement, ces paysages majestueux font partie de notre histoire, font partie de notre culture et de notre économie. On retrouve au Québec environ 4000 espèces différentes d'animaux et de plantes qui utilisent la forêt comme un habitat. Et la forêt aussi participe de façon importante aux grands cycles biogéochimiques comme celui de l'azote et celui du carbone. Et donc, la protection, la conservation des écosystèmes forestiers, c'est un enjeu important pour notre société et ce l'est absolument à cause des changements climatiques et du levier qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre les changements climatiques par leur capacité à séquestrer du carbone. La protection et la conservation des forêts est aussi un enjeu important à cause de la place que la forêt occupe dans notre économie, dans des secteurs comme la villégiature, comme la sériculture, qui est la production de sirop d'érable, et bien entendu par l'industrie forestière. Il y a environ 60 000 emplois au Québec qui proviennent de l'industrie forestière. 900 municipalités utilisent l'industrie forestière comme moteur économique. Il y a au moins 150 communautés qui en dépendent presque entièrement. Alors, la coupe, par ailleurs, sur des grandes étendues forestières est une perturbation anthropique majeure, surtout du fait que les arbres arrivent à maturité très lentement. Donc, la forêt a une longévité qui est incomparable, disons, avec d'autres essences qu'on utilise en agriculture, qui sont beaucoup plus rapides dans leur croissance. Ainsi, on dit que les écosystèmes forestiers ont une mémoire, ce qui fait que toutes ces marques de coupe restent longtemps dans le paysage. Et naturellement, la forêt a aussi évolué avec des perturbations qui sont naturelles, telles les feux de forêt et les épidémies d'insectes, mais on peut penser aussi au verglas, au chablis, aux sécheresses, aux inondations, aux autres maladies et pathogènes. Et donc, ces perturbations ont une nature probabiliste, bien entendu, ce qui fait qu'il est difficile de prédire leur occurrence et leur sévérité et aussi les interactions qu'elles vont avoir entre elles, puisqu'elles opèrent à différentes échelles de temps et d'espace. Et bien sûr, les interactions entre ces perturbations naturelles et les perturbations anthropiques causées, entre autres, par la coupe. Donc, si on avait un mot pour décrire nos écosystèmes forestiers, c'est l'incertitude. Et cette incertitude-là est d'autant plus importante dans le contexte actuel des changements climatiques et dans le contexte plus général des changements globaux. Donc, non seulement nos régimes de perturbations naturelles sont en train de changer à cause des changements climatiques, donc c'est difficile de prédire
leur occurrence, leur sévérité et leurs effets à long terme à cause de cette mémoire qu'ont les écosystèmes, mais il y a aussi toutes sortes de nouvelles perturbations qu'on ne peut pas prédire qui vont certainement arriver, comme des insectes qui sont invasifs ou d'autres maladies et pathogènes. Et donc, cette incertitude-là compromet un peu les bénéfices, porte un risque aux bénéfices dont on peut retirer des écosystèmes forestiers et aussi compromet la forêt comme outil, comme levier de lutte, dis-je, pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, bref, cette incertitude sied mal avec notre façon assez déterministe de faire de la planification forestière et sied mal aussi avec notre façon un peu monocentrée là, de gérer la forêt axée seulement sur la production de matières ligneuses. Donc, dans mon laboratoire de recherche, où je suis épaulée par plusieurs étudiants de cycle supérieur, je mène un programme qui essaie de justement développer des nouvelles stratégies d'aménagement qui sont basées sur la résilience des forêts. Donc, on essaie de voir, de mieux comprendre c'est quoi la dynamique spatiale et temporelle des perturbations naturelles, comment intégrer l'incertitude dans la planification et comment aussi favoriser un aménagement qui prendrait en compte d'autres services que celle de la production de matières ligneuses dans sa planification. Donc, je vais vous parler de 2 projets. Juste avant, je voulais dire que mes outils de travail sont la modélisation. Donc, je développe des modèles de simulation et ce sont des outils qui sont totalement complémentaires aux études de terrain. Donc, ces outils de modélisation me permettent d'investiguer des grandes étendues spatiales, des longues périodes temporelles, des choses qu'on ne pourrait pas faire sur le terrain. Et donc, mon objectif, c'est de mieux prévoir la dynamique future des forêts et de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'analyse par scénario. Donc, si j'ai une forêt qui va subir un climat comme ceci dans les prochaines années, où il y aura des perturbations de telle sorte et un aménagement comme ça, comment sera ma forêt, combien de bois je pourrais récolter, pourrais-je maintenir des emplois, etc. J'utilise aussi de l'analyse de données, des données qui sont naturellement surtout récoltées ou échantillonnées par les gouvernements, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, entre autres. Et donc, je fais des analyses aussi sur de grandes échelles de temps et d'espace. Donc, mes modèles et mes analyses sont très gourmands computationnellement et donc, c'est pour cette raison que j'utilise beaucoup les ressources et que je suis en fait dépendante des ressources de Calcul Québec ou ailleurs au Canada. Donc, je voulais vous présenter rapidement 2 projets. Peut-être que j'en ferai juste un. On va voir comment je me débrouille. Premier projet, c'est sur l'aménagement de la forêt. C'est un projet qui est conduit par mon étudiant doctorat Clément Hardy. Et là, pour caricaturer un petit peu, je vais vous dire qu'il y a au Québec 2 types de récoltes. La récolte équienne et la récolte inéquienne. Équien, c'est un peu comme la coupe à blanc. Donc, on coupe tous les arbres et donc, à la repousse de la forêt, les arbres ont le même âge. C'est pour ça qu'on dit équien. Inéquien, on vient seulement couper une fraction de la forêt, si bien qu'elle conserve son couvert forestier, et on retourne plus tard couper le restant de la forêt. Donc, on a beaucoup de bénéfices de l'aménagement dit inéquien parce qu'il semble être plus propice à conserver la biodiversité. Par contre, pour récolter le même volume de bois, on doit aller récolter plus loin. Donc, on a besoin d'une plus grande surface et donc de créer un chemin routier et de maintenir ce chemin routier-là pendant plus longtemps et sur une plus grande surface. Donc, on veut savoir c'est quoi l'impact de l'aménagement inéquien sur de grandes échelles de temps et d'espace. Donc, pour ce faire, on utilise un modèle de simulation qui s'appelle LANDIS. C'est un modèle qui est explicitement spatial. Ça veut dire que la forêt ou le paysage forestier est vraiment comme une grille.
Et dans chacune des cellules de cette grille, on a un peuplement forestier qui subit toutes sortes de processus qui sont propres à la forêt. Donc, la succession, le feu, la coupe, la construction de chemins routiers. On a paramétré ce modèle pour une unité d'aménagement. Tout le Québec est divisé en différentes unités d'aménagement au sein duquel on fait la planification de la récolte. Donc, cette unité-là est située en Mauricie. Elle couvre 800 000 hectares. Et puis, on fait des simulations pour une durée de 150 ans, qui est l'horizon de planification typique en foresterie. Et là, on a différents scénarios d'aménagement. Donc, on fait varier la proportion des quillins et des quillins, on change le volume de bois, on fait de l'agrégation de coupe. On a une trentaine de scénarios différents qu'on doit répéter plusieurs fois pour prendre en compte la stochasticité des scénarios. Donc, bien entendu, ça, c'est gourmand computationnellement. Donc, pour produire des résultats qui sont différents, diversifiés, pour lesquels on a une bonne confiance. Donc, on a roulé assez de simulations pour réduire l'erreur. Il en faut beaucoup de simulations. Donc, pour une journée, pour une simulation sur un ordinateur correct là, de table, ça me prend une journée. Alors, si j'ai besoin de faire 150 simulations, ça prendrait 5 mois. Et avec les ressources de Calcul Québec, eh bien, ça prend 2 à 5 jours seulement. Donc, Calcul Québec permet non seulement de faire une science qui est plus vraie, permet aussi, en tant que chercheur, de pouvoir adapter ma méthodologie en cours de route et aussi de faire des erreurs parce que tout le monde fait des erreurs et de ne pas devoir attendre 3 mois, 5 mois pour pouvoir répéter les simulations. Le deuxième projet dont je voulais vous parler porte sur la tordeuse de bourgeons de l'épinette, qui est en fait la perturbation naturelle la plus importante au Québec. Pour être rapide, là, il y a environ 10 millions d'hectares de forêts qui ont été défoliés l'été dernier au Québec par la tordeuse de bourgeons d'épinette. Et donc, on essaye de bien comprendre les mécanismes de cette perturbation. Et pour ce faire, bon là, je veux y aller vite sans trop couper. Et je vais vous montrer ici. On utilise des cartes de défoliation qui sont produites par des relevés aériens du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Et on a ces relevés-là depuis les années 60 et on les analyse pour comprendre c'est quoi le lien entre la sévérité des perturbations et la composition de la forêt. Donc, on a ces grandes étendues. Ici, c'est la côte nord qu'on vient rééchantillonner par des petites fenêtres qui sont les petits points roses que vous voyez. Donc, on vient rééchantillonner de façon aléatoire. On a à peu près 1000 fenêtres et à l'intérieur de chacune de ces fenêtres-là, on vient comparer la sévérité. En rouge, c'est très sévère, en jaune, c'est modéré, avec la composition forestière qui est ici la proportion de sapins. Et encore une fois, pour pouvoir produire des graphiques de qualité, on doit faire des répétitions très, très grandes de notre échantillonnage et couvrir plusieurs années. Donc, encore une fois, Calcul Québec est indispensable. Donc, pour finir, dernière diapo, je voulais seulement dire que la pertinence d'utiliser Calcul Québec pour des projets de recherche qui sont plus environnementaux, qui sont plus sur la gestion des ressources naturelles, ne peut qu'augmenter dans les années à venir. D'abord à cause de l'accessibilité des données. Il y a de plus en plus de données ouvertes et il y a aussi de plus en plus de programmes de suivi qui sont conduits par notre gouvernement ou bien par d'autres ONG. Et donc, il y a toutes ces données à analyser, toutes ces données à modéliser. Et puis, il y a une nécessité vraiment présente de faire ces analyses-là parce que c'est maintenant qu'on doit prendre des décisions et de façon criante pour s'assurer de la résilience de nos écosystèmes dans le futur. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi
mes étudiants et mes collaborateurs et mes sources de financement. Merci. Merci beaucoup, Élise. C'était passionnant. On est déjà overtime. On avait trop de choses intéressantes à vous dire aujourd'hui. Ça veut dire, je pense qu'on peut pas vraiment prendre de questions. On vous invite à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. On vous invite à utiliser nos ressources de calcul. Voilà, j'imagine qu'il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci Et à je tiens à tous. remercier particulièrement mes conférenciers.